Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons continuer notre présentation de Java NIO2 et donc des classes qui permettent la manipulation des fichiers en Java. Dans les présentations précédentes, on a abordé la notion de pass et parcouru toutes les méthodes associées. Maintenant, on va parler de la classe Files. Pass, c'est la classe centrale de l'API NIO qui permet de représenter un fichier ou un répertoire. Mais Files, c'est la classe qui permet de manipuler ces fichiers et répertoires. Les copier, les supprimer, parcourir les répertoires, etc., etc. Attention à ne pas confondre cette classe avec java.io.file, donc sans S, qui permettait, tout comme Pass, de représenter un fichier. Attention au piège à la certification, contrairement aux méthodes de file, la plupart des méthodes de files, avec un S, elles sont statiques et elles peuvent émettre une IO exception. C'est pas le cas pour un file, donc avec l'ancienne API de fichiers Java. Avec files, les exceptions qui peuvent être générées, elles sont assez diverses. Je vous en ai fait la liste ici. Attention, en tant que IO exception, il faut bien les gérer. Dans cette vidéo, on va alterner les exemples et les rappels un peu plus scolaires. Pour commencer, un exemple. Que fait ce programme ? Ce programme, il parcourt récursivement le répertoire /home/me avec la méthode walk. Et il crée une liste qui va contenir tous les chemins vers tous les fichiers, donc les regular files, qui sont accessibles en lecture, readable. La classe files, elle contient bien toutes les méthodes qui permettent de retourner les attributs d'un fichier. Ce sera dans la présentation suivante, mais on parcourra bien toutes les méthodes de files, et en particulier celles qui permettent de parcourir les répertoires, comme walk. Files.walk ici, ça crée un stream, et c'est très pratique. On l'a vu dans l'exemple précédent, la classe files, elle contient bien les méthodes capables de retourner les attributs d'un fichier. Donc les voici. Leur nom parle d'eux-mêmes. isDirectory, isExecutable, isHidden, readable, regular file, samefile, symbolic link et writable. IsSameFile, bon, c'est encore autre chose, on viendra dessus plus tard, donc c'est pas exactement un attribut. Connaître le nom des méthodes, c'est pas assez. Il faut aussi savoir précisément ce qu'elles retournent et ce qu'elles prennent en paramètres, et également si elles émettent des exceptions. Et ces infos, vous les avez sur ce slide. Toutes ces méthodes, elles renvoient un booléen. Elles nous renseignent sur une qualité d'un fichier ou d'un répertoire. Toutes ces méthodes prennent donc en entrée un pass et retournent un booléen. Mais on a quelques petites subtilités à droite et à gauche. Déjà, pour les méthodes isDirectory et isRegularFile, on a un second paramètre, linkOption, qui est une enum, mais qui en l'occurrence ne possède qu'une seule valeur, et c'est noFollowLinks. Pour ces méthodes, on peut demander de ne pas prendre en compte les liens symboliques. Les méthodes isHidden et isSameFile, elles peuvent émettre une exception de type IOException. Dernière précision, isSameFile va permettre de comparer deux passes, et c'est pour ça qu'il possède un second paramètre de type pass. Que fait cet exemple ? Je vous laisse le lire attentivement. Ce programme, il parcourt en non récursif les éléments du répertoire /home/me. Et pour ça, il utilise la méthode statique newDirectoryStream. Ce programme, il détermine aussi la taille du plus gros fichier rencontré. Donc on parcourt tous les éléments du répertoire, et à chaque fois qu'on en a un nouveau, si sa taille est plus grande que la plus grande des tailles de fichiers rencontrées jusqu'alors, elle devient notre nouvelle max size. Qu'est-ce qu'on ne va surtout pas devoir oublier au niveau de la méthode qui contiendra ce code ? Les méthodes size et newDirectoryStream de files, elles peuvent émettre une IOException. Donc notre méthode, elle devra absolument soit throws, soit catch IOException. On a vu toutes les méthodes is quelque chose, isDirectory, isExecutable, etc. On peut en savoir un peu plus sur nos fichiers avec ces méthodes également. On a size, getOwner, setOwner, getLastModifiedTime, setLastModifiedTime et readSymbolicLink. On voit que pour certains attributs, on peut même les setter, donc les modifier. On va revenir sur ces méthodes dans des exemples. En voici un. Donc sur mon système,
J'ai /etc/timezone, donc un fichier qui indique Europe, Paris, GMT plus 2, donc c'est mon fuseau. Le fichier data.txt, il existe bien, donc on a un fichier data.txt et il a été modifié pour la dernière fois à 19h23, le 25 juillet 2024. Que va afficher ce code? Le code, il crée un pass sur data.txt. Ensuite, il appelle la méthode getLastModifiedTime de files sur ce pass. En sortie, on récupère un fileTime, donc un objet dont on n'a pas encore parlé et qui permet, comme son nom l'indique, de représenter un horodatage de fichier. Ce code, il affiche la date de dernière modification du fichier, mais en UTC GMT et non en GMT plus 2, puisqu'on le récupère via un instant. Donc fileTime, ça dispose d'une méthode toInstant. Instant, ça représente un instant en UTC. S'il était 19h23 en GMT plus 2, donc en UTC plus 2, en UTC, le bon horodatage, ça va donc être 17h23. Un nouvel exemple, on considère que le fichier data.txt, il est toujours accessible et son owner c'est me. On a un compte Joe qui n'existe pas. Quelle affirmation est vraie? Cet exemple, c'est une occasion de voir comment on utilise le getOwner de files. Les affirmations possibles sont que le code ne compile pas, qu'il affiche me, qu'il n'affiche rien et émette une exception, ou encore aucune de ces trois premières réponses. La bonne réponse, c'est la réponse C. Le compte Joe n'existe pas, donc l'appel à la méthode lookUpPrincipalByName, qui devrait permettre de récupérer un user principal qui représenterait le user Joe, elle émet une exception. Donc on n'arrive pas jusqu'à la ligne 26, on a une exception ligne 25. On revient rapidement sur le code, donc qu'est-ce qui faisait ce code? Ce code, il récupérait le file system par défaut. Ensuite, à partir du file system, on faisait la récupération d'un service, donc un lookup service, et ce service, il devait nous permettre d'accéder aux utilisateurs du système en tant que user principal. Donc ligne 23-24, je récupère le service, donc le user principal lookup service, et ligne 25, je l'utilise pour récupérer un objet user principal représentant l'utilisateur Joe. Cet utilisateur, il n'existe pas et c'est pour ça qu'on a une exception. Mais s'il avait existé, files.setOwner de payJoe aurait pu me permettre de modifier le propriétaire du fichier data.txt. En dernière ligne de l'exemple, j'aurais affiché Joe, c'est-à-dire le nom du nouveau propriétaire. On vient de voir toutes ces méthodes par l'exemple. Revoyons maintenant dans le détail leur signature. Size, ça renvoie un long. Et déjà, toutes les méthodes, elles peuvent throws IOException. Donc, on devra absolument avoir un try-catch ou un throws. Size, ça renvoie donc un long. Le getOwner, il nous retourne un user principal. On a également vu dans l'exercice précédent que si on voulait récupérer un user principal autre que le owner d'un pass, on pouvait faire appel au user principal lookup service, un service qu'on obtient à partir d'un objet file system. Si on peut getOwner, on peut aussi setOwner. Et quand on set un owner, la méthode, elle retourne le pass. GetLastModifiedTime nous retourne un fileTime et il représente la date de dernière modification. Dans l'autre sens, on peut aussi modifier la date de dernière modification avec setLastModifiedTime et tout comme setOwner, la méthode, elle retourne le pass. On devine que ces deux méthodes, elles retournent le pass mis à jour. La dernière méthode readSymbolicLink, elle permet d'accéder au pass cible d'un lien symbolique. Donc quelque part, on va basculer sur le pass réel qui correspond au lien symbolique. Dans les slides qui nous restent, on va parler de la manipulation des attributs d'un fichier. Donc comment on va pouvoir jouer sur les permissions principalement, les qualités readable, writable, etc. des fichiers. On a plusieurs façons. Sur les systèmes POSIX compatibles, on va pouvoir utiliser les méthodes getPOSIXFilesPermission et setPOSIXFilePermissions qui portent sur un ensemble de permissions. La première, elle retourne un set de POSIXFilePermission. La seconde, elle prend en entrée ce set pour modifier les permissions.
Les POSIXFilePermission, ce sont des éléments d'une enum. POSIXFilePermission, c'est une enum. Voici un exemple, donc je récupère toutes les permissions à la mode POSIX du fichier data.txt. Cela me retourne un set sur lequel je peux créer un stream et ça me permet d'itérer sur tous les éléments. Les éléments, ce sont les permissions et sur ma machine, j'ai obtenu ceci. Donc on voit que les droits POSIX, ils ont cette tête-là, others underscore read, owner underscore read, etc. Donc on comprend bien ce que ça veut dire. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment modifier de façon groupée, donc globalement, tous les attributs d'un pass. On n'est pas sur des méthodes unitaires, isExecutable, etc. On est sur des méthodes qui permettent de récupérer d'un coup tous les attributs ou de les modifier aussi d'un coup. La première façon qu'on a évoquée, c'est celle orientée POSIX. La seconde, c'est celle qui va utiliser les Basic File Attributes. On peut récupérer tous les attributs d'un fichier à partir de la méthode readAttributes. Bon, en réalité, il en existe deux. La première, elle retourne tous les attributs d'un pass, mais sous la forme d'un objet de type Basic File Attributes. Donc Basic File Attributes, c'est une classe en Java qui va représenter l'ensemble des attributs d'un fichier, et cette classe, elle possède des sous-classes, et c'est pour ça que cette méthode, elle prend également en paramètre la classe qu'on souhaite avoir en retour. Donc c'est le class de A ici. La seconde méthode readAttributes, elle permet d'indiquer les attributs qu'on souhaite récupérer. Pas pour lire les attributs, mais cette fois pour les modifier, on a la méthode setAttribute. La méthode setAttribute, elle permet de modifier unitairement un attribut. L'attribut étant représenté en tant qu'objet. Un exemple qui sera peut-être plus concret, donc j'ai un pass, P, et je récupère tous les attributs de ce pass dans un Basic File Attributes. L'objet Basic Files Attributes, donc B, il va me donner un tas de méthodes, et je n'aurai qu'à les interroger pour connaître les différents attributs de l'élément. Par exemple, sa date de création, s'il s'agit d'un fichier et non d'un répertoire, ou encore sa taille. Si je passe par la méthode readAttributes qui prend en paramètre la liste des attributs qu'on souhaite récupérer et qui retourne un map, j'aurai, pour le même résultat, ces 5 lignes de code. Je vous invite à faire un tour sur la Javadoc pour vous imprégner plus en profondeur de toutes ces classes. Dans cette présentation, on n'ira pas plus loin. Donc l'exemple précédent, autrement, voilà ce qu'il affiche. Ce sont ces valeurs qu'on aura. Pour terminer, une troisième et dernière option pour gérer les attributs, c'est de passer par un Attribute View. Cet objet, contrairement au Basic File Attributes, il permet de modifier les attributs. Donc ça va être notre méthode privilégiée pour mettre à jour les attributs des fichiers et en particulier de date. Donc date de création, modification, dernier accès. On récupère un File Attribute View avec une méthode assez similaire à celle qui nous permettait de récupérer un Basic File Attributes. On a la méthode getFileAttributeView qui prend en entrée un pass, le type de File Attribute View qu'on veut récupérer, et on a également un paramètre facultatif linkOption. Cette vue, elle nous permet de récupérer une liste d'attributs, comme tout à l'heure, on l'avait avec un Basic File Attributes. On n'en avait pas vu la liste, vous la retrouverez sur la Javadoc, mais pour les Basic File Attributes, donc Basic File Attributes, c'est la classe parente. On avait également les sous-classes DOS File Attributes et POSIX Files Attributes. Donc là, on comprend bien qu'on a une représentation orientée DOS ou orientée POSIX. Pour toutes ces déclinaisons de File Attributes, on a les pendants en view. Si j'ai un Basic File Attributes, j'ai un Basic File Attributes View. Pour terminer, un exemple, on récupère un Basic File Attribute View. Donc celui-là, on considère qu'il existe et on l'a dans une variable view. Dans ce code ici, on va modifier d'un coup la date de modification, la date de dernier accès et la date de création du fichier. La méthode setTimes, elle prend 3 paramètres et ces paramètres sont de type FileTime. Pour créer un objet FileTime, on doit passer par la factory méthode static from de FileTime et elle prend en entrée un instant. Pour la date de modification, on s'attend donc à avoir la date
d'exécution du programme, moins 1 minute. Et pour la date de dernier accès, la date d'exécution du programme. Et pour la date de création, arbitrairement, la date d'exécution du programme, moins 1 journée. 1 journée plus tôt. Donc là, j'ai mis attention à creation time, je sais pas pourquoi. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.